Infogrames a aujourd'hui mauvaise presse, faute à un barbu en chemise hawaïenne jaune qui ne fait que critiquer cette société d'édition de jeux vidéo. Bon, il n'a pas tout à fait tort, puisque les jeux vidéo qu'il a mis en avant d'Infogrames sont d'une relative difficulté, je parle bien entendu des Tintins et des Schtroumpfs. Ces jeux ont dû faire rager plus d'un jeune enfant à l'époque, je dois bien avouer aujourd'hui que moi-même je n'ose pas mettre la main dessus, de peur de battre le record de lancer de console à travers une fenêtre fermée. Infogrames est donc depuis pour beaucoup un éditeur conspué n'ayant sorti que des merdes, et pourtant j'oserais dire qu'Infogrames c'est pas ça. Infogrames ont créé des jeux cultes qui sont encore dans les mémoires de nombreux gamers d'aujourd'hui. C'est de certains de ces jeux que j'aimerais vous parler dans cette vidéo, et ce, juste après le jingle. Sorti en 1984, et cela ne nous rajeunit pas, Mandragore était un des tout premiers jeux de rôle français de surcroît sur Commodore 64, machine on ne peut plus anglophone, ou américanophone si cela se dit. Le scénario du jeu était des plus classiques, un démon a pris la place du roi du pays de Mandragore, et seuls 9 champs cachés dans 9 donjons différents permettront de battre le démon. Vous prendrez donc la tête d'une équipe de 4 aventuriers qui partiront à la recherche de ces 9 champs. La représentation du jeu en extérieur est très inspirée d'Ultima, mais une fois entré dans les donjons, des décors colorés remplacent les décors très dépouillés du jeu de Lord British. J'ai personnellement quasiment terminé ce jeu à l'époque, quasiment, parce que la sauvegarde sur cassette du dernier donjon a foiré, et je m'en suis rendu compte au chargement le lendemain, après bien sûr avoir éteint la machine. Je dois bien avouer que j'ai jamais eu le courage de reprendre le jeu à zéro et de le recommencer pour tenter de le terminer. Mandragore est un jeu édité par Infogrames, mais c'est presque une production familiale. Marc Secchi, le créateur du jeu, s'est aidé de sa sœur Agnès pour créer le bestiaire, et de sa sœur Anna pour la musique. Les graphismes et la carte du pays ont été réalisés par un adolescent de 16 ans, Johan Elahad. Enfin, le roman qui était livré dans la boîte du jeu. Car oui, à une époque, les jeux étaient vendus avec une documentation et des goodies, pour le prix d'un jeu de base. Je disais donc, le roman qui a été livré dans la boîte du jeu a été écrit par l'ami kinésithérapeute de Marc Secchi. À sa sortie, le jeu reçoit le premier prix arcade du ministère de la Culture. Cocasse pour un jeu de rôle. En tout cas, à la sortie de ce jeu, il était quasiment impossible de passer à côté de ce dernier, tant le peu de magazines qui existaient en parlaient. Fier de son succès, Marc Secchi sort une aventure spatiale basée sur le moteur de jeu de Mandragore. Le jeu se nomme Omega Planète Invisible et exit le médiéval fantastique. Bienvenue à la science-fiction. À ma connaissance et à mon souvenir, le jeu n'a pas reçu le même succès que son prédécesseur. J'avoue même n'avoir jamais vu la boîte du jeu, ni joué à ce jeu à l'époque, voire même pire, pas entendu parler de son existence. Mais le but de cette vidéo étant de réhabiliter un minimum Infogrames, passons maintenant à un jeu de 1987. Enfin non, plutôt à une simulation d'escalade. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, moi je connais que celle-ci, et celle-ci s'appelle Bivouac. Bivouac vous met dans la peau bien entendu d'un alpiniste qui va d'abord préparer son sac. N'oubliez pas vos cordes, crampons, broches à glace, mais surtout des vêtements bien chauds. Mais attention aussi au poids du sac, que vous allez devoir trimballer sur votre dos. Vous pourrez même prendre un baladeur cassette, une carte de visite ou un flingue si vous le désirez. Autant dire qu'il y a quand même matière à économiser sur le poids du sac. Puis vient le moment de partir à l'assaut de la montagne, mais avant d'arriver au pied de cette géante, il vous faudra traverser une plaine enneigée sans tomber dans les crevasses visibles ou invisibles. Alors pensez à tester la neige à chacun de vos pas pour éviter de mourir avant l'ascension. Alors attention, je ne parle pas de la fête catholique, mais de l'escalade qui va arriver, entendons-nous bien. L'ascension se fait en plusieurs phases, grimpette au piolet avec une vue de côté de la montagne, mais également vue de dos où il faudra gérer les prises avec vos pieds et vos mains. Tout cela serait bien simple si le personnage ne se plaignait pas d'avoir faim ou soif en plein milieu de ses épreuves, alors faites attention également à ses besoins. Bivouac est typiquement un jeu atypique, à une époque où les éditeurs osaient sortir des sentiers battus. Et c'est un jeu Infogrames. Tintin et les Schtroumpfs n'étaient pas les premières adaptations de BD d'Infogrames en jeu vidéo. Bobo le Tolard en était déjà une en 1988. Bobo est un party game où 5 joueurs pourront se tirer la bourre dans 5 épreuves variées et originales. Servir la soupe aux autres prisonniers assez rapidement pour éviter qu'ils ne s'énervent et ainsi éviter de se prendre le pot de soupe sur la tête. Éplucher les patates, manette en main on récupère la pomme de terre, un petit coup de joystick droite-gauche vous permettra de l'éplucher et le bouton pour la reposer.
Vous pourrez également faire s'évader vos collègues avec un trampoline, mais il y a de grandes chances qu'un certain nombre d'entre eux n'en réchappent pas. Il y aura également une épreuve sur des lignes à haute tension, il faudra veiller à ne pas vous faire électrifier. Et enfin, l'épreuve ultime, réussir à s'endormir dans le dortoir en berçant les prisonniers pour qu'ils arrêtent de ronfler. Mais attention, évitez de buter dans le pot de chambre. Alors ok, Bobo, c'est pas le jeu du siècle, mais à l'époque, les party games étaient à la mode, et puis en plus, ça changeait des party games basés sur les Jeux Olympiques. Toujours en 1988 sort une simulation de libération d'otages. Ce jeu s'appelle Opération Jupiter. Opération Jupiter est un jeu vraiment impressionnant et intéressant pour l'époque qui se déroule en plusieurs parties. D'abord, le joueur doit placer 3 hommes aux endroits stratégiques pour qu'ils aient en visu le bâtiment où sont détenus les otages. Mais avant d'atteindre les positions clés, les hommes doivent éviter les projecteurs en plongeant pour se mettre à l'abri derrière des fenêtres ou en faisant des roulades, en rampant ou en courant. La seconde partie consiste à faire entrer 3 autres hommes dans le bâtiment, on rappelle. Les snipers précédemment placés peuvent faire le ménage avant l'incursion, mais attention à ne pas tirer sur les otages. Enfin, le bâtiment doit être fouillé, les terreaux mis hors d'état de nuire et dans certaines versions, les otages mis à l'abri. En effet, le jeu a été porté sur pas moins de 12 machines, il faut avouer qu'il faisait pas mal sensation à l'époque, mention spéciale à la descente en rappel et au fracassage de vitres. En 89 sort Draken, et il fut pour moi une... Ah, putain, claque technique. Imaginez-vous en 1989, un monde ouvert de 64 km², le tout en 3D surface pleine mélangé avec des sprites. En fait, Draken, c'est un petit peu le Mandragore de 1989. On contrôle une équipe d'aventuriers, on visite des donjons qui voient leur salle en représentation 2D pour plus de précision, et le scénario du jeu est décrit non pas dans le jeu, mais dans un livre de 80 pages livré avec le jeu, et obligatoire à lire. Le meilleur système anti-copie fait à ce jour si vous voulez mon avis. Mais une chose est sûre, aborder un jeu de cette manière est devenu totalement inimaginable au XXIe siècle. Par contre, le jeu n'est pas dénué de défauts, il est tellement libre qu'il est possible de ne pas le terminer si certains personnages importants meurent, et rien ne nous le dira. Et puis l'absence d'automapping in-game finira aujourd'hui d'user la patience des plus zen. N'empêche qu'à l'époque, Draken en mettait plein la vue. Voici une autre adaptation de BD que j'ai personnellement bien appréciée, bien qu'elle n'ait pas dénuée de défauts tels que sa répétitivité. Tintin sur la Lune est très loin de la difficulté de Tintin au Tibet et du Temple du Soleil sorti sur SNES et Mega Drive. C'est un jeu d'action composé de 2 parties distinctes. Dans la première partie, il vous faudra contrôler la fusée afin d'éviter des astéroïdes et surtout récupérer du fuel pour continuer son voyage. Comme tout le monde le sait, le fuel se trouve dans l'espace sous forme de petites boules à récupérer. Ce n'est pas la phase la plus passionnante du jeu, mais c'est jouable et loin d'être désagréable. Dans la seconde partie, vous incarnerez enfin le héros éponyme du jeu, Tintin. Un saboteur met le feu à l'appareil et fait prisonnier vos amis Trifon Tournesol et le capitaine Haddock. À vous de jongler entre l'extincteur, la libération de vos amis, mais comme si cela ne suffisait pas, il vous faudra également gérer la mise en route du système d'apesanteur et bien entendu éviter le coup de feu du saboteur. Je ne sais pas de quoi est faite cette fusée, mais c'est un véritable miracle qu'elle n'explose pas avec tout ce qui se passe comme catastrophe à l'intérieur. Une fois le niveau passé, on recommence le pilotage de la fusée et rebelote. Alors oui, le jeu utilise la licence Tintin pour un jeu peu ambitieux, mais pas désagréable et relativement jouable. Le chef-d'œuvre d'Infogrames a été réalisé par Frédéric Reynal et il se nomme Alone in the Dark. Est-il encore nécessaire de présenter ce jeu, précurseur quelque part d'un certain Resident Evil, même si les deux jeux n'ont finalement que leur représentation graphique, dirons-nous, en commun. En effet, c'est le premier jeu à proposer des personnages en 3D surface pleine sur des décors faits à la main. Différent de Resident Evil, car Alone in the Dark n'est pas un survival game, c'est un jeu d'aventure horrifique. Même si aujourd'hui il faut bien avouer que seule la 3D fait peur, et pas forcément pour les bonnes raisons. Et puis dans Alone in the Dark, les énigmes, au moins elles sont logiques. Le jeu est très inspiré des nouvelles de H.P. Lovecraft et se déroule dans un manoir réputé hanté où le propriétaire est décédé. Vous incarnerez un détective privé engagé par la nièce du défunt pour enquêter sur ce qu'il en est réellement. Le jeu obtient un tilt d'or en 1992 et reste pour moi un souvenir impérissable avec une ambiance fabuleuse que ses suites n'arriveront jamais à dépasser, ni même à égaler. Faute cette fois-ci au patron d'Infogrames, Bruno Bonnel,
qui voulait mettre en marche la licence vers plus d'action. Grand bien lui en a fait car l'équipe a quitté la société pour fonder Adeline Software et créer Little Big Adventure. Donc vous voyez que même quand le PDG d'Infogrames fait de la merde, il en ressort quand même quelque chose de positif. C'est en 1993 que sort le chef-d'œuvre d'adaptation de BD qui est nord et sud de la série Les Tuniques Bleues de Cauvin et Lambil. D'abord, le jeu est marquant car on peut chatouiller le derrière du photographe dans le menu de démarrage du jeu. Ça peut sembler futile, mais qui ayant joué au jeu ne l'a jamais fait. Les âmes pures qui n'auraient jamais fait cette manipulation, et n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Chose étonnante pour cette adaptation, c'est que le jeu prend la forme d'un wargames, ou plutôt d'un jeu de plateau qui voit s'affronter les nordistes et les sudistes pendant la guerre de sécession. Chose encore plus étonnante, c'est que cette partie de wargame est entrecoupée de scènes d'action plus ou moins réussies, mais globalement fun à jouer. Deux de ces scènes se ressemblent. Bâties sur un scrolling horizontal, elles ont pour but d'atteindre la fin du niveau sans se faire toucher par les obstacles que mettra l'autre joueur sur votre terrain. Tout cela dans le but de prendre d'assaut un fort ou un train. La phase d'action la plus intéressante est celle du champ de bataille où vous contrôlerez vos troupes composées d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie. Chacun des joueurs fonce dans le terrain de l'adversaire dans le but d'éradiquer les troupes ennemies. Mais attention à bien viser et faites attention au terrain qui vous entoure. Ce jeu est un must-have dans ses versions de micro-ordinateurs telles que la version Amstrad ou Amiga et surtout est à jouer contre un joueur humain pour comprendre tout le plaisir qu'amène ce jeu. Je voulais faire un crochet par un jeu qui s'appelle Le Secret des Templiers qui est sorti en 1995 et que je connaissais pas encore il y a quelques semaines. Je suis tombé sur ce jeu en boîte au format Big Box dans une ressourcerie et les screenshots à l'arrière de la boîte m'ont sacrément fait penser à Alone in the Dark. Le souci c'est que je n'ai trouvé aucune information sur la jeunesse du jeu. Tout au plus un making-of sur YouTube qui ne cite aucun nom de l'équipe de réalisation. Ce making-of parle d'un nouveau moteur graphique, de 3D mapper, de gestion de lumière, mais avouons-le, tout cela ressemble à ce que proposait déjà Alone in the Dark. Et cela 3 ans auparavant. Par contre, si Infogrames voulait plus d'action pour les suites de Alone in the Dark, ce Secret des Templiers est résolument orienté énigme, même si quelques combats seront de la partie. Et ceci n'est pas pour me déplaire, par contre l'interface de contrôle a pris un sacré coup de vieux qui était déjà peut-être présent à l'époque d'ailleurs. Il n'empêche que ce Secret des Templiers, ou Night Chase en anglais, mérite d'être considéré comme un bon jeu d'Infogrames. Mais vous le connaissiez-vous? Et y avez-vous joué à l'époque? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Les commentaires sont là pour répondre à toutes ces questions. On terminera cette vidéo par un jeu ultra connu et certainement plébiscité par les joueurs, car il a eu le droit à un remake il n'y a pas si longtemps. Outcast, sorti en 1999, est un jeu d'action-aventure qui est marqué par l'utilisation d'un moteur graphique basé sur le voxel. Au lieu d'utiliser des polygones, le terrain du jeu est affiché colonne par colonne en faisant varier la hauteur de ces colonnes. Le rendu est reconnaissable entre mille et très joli. Le seul souci c'est que les cartes graphiques accélératrices de l'époque ne servaient à rien et que tout devait être calculé par le processeur principal de la machine. Autre point fort vendu du jeu, l'intelligence artificielle des personnages non joueurs basée sur le moteur d'intelligence artificielle Gaia. Sinon, le jeu est un gros monde ouvert où vous contrôlerez totalement librement un soldat envoyé sur une planète inconnue pour sauver la Terre d'une expérience ratée de voyage dans des univers parallèles. Bon, je simplifie car il serait, je pense, possible de faire une vidéo de quelques heures sur ce jeu. Dernier point, le héros du jeu est doublé par le regretté Patrick Poivet, et croyez-moi qu'à l'époque ça faisait bizarre de contrôler un héros qui avait la voix de Bruce Willis. Vraiment? Et vous avez atterri où? À Cayenne? Bon alors Infogrames, toujours autant pourvoyeur de jeux pourris en France? Je ne vais pas nier que certains jeux de la société étaient super mal calibrés en termes de difficulté. Les jeux Super Nintendo et Mega Drive tirés de la licence Tintin sont pour moi une purge à jouer malgré une superbe réalisation graphique. Je suis convaincu que chaque éditeur a des casseroles collées au cul. Qui a dit oui musique dans le fond là? Hein? La question c'est vous, qu'est-ce que vous pensez réellement de cet éditeur? Est-ce que les vidéos du joueur du grenier, que j'ai cité sans le nommer en introduction, vous a fait changer le regard sur cette société? Ou est-ce que déjà à l'époque vous pensiez que c'était de la merde? Ou au contraire, n'avez-vous retenu que les bons titres? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, de liker cette vidéo, de la partager et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis tout simplement à bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.